C'est un jeune, alors je sais plus son prénom en fait, du coup, tu vas peut-être me retrouver ça. Oui, Bref, oui, il a 19 ans. Il a 19 Il est ans. tout jeune et plein d'ambition. Il a décidé en fait de consacrer sa carrière, mais surtout en fait sa vie en fait à la musique, et donc il décide en fait de faire une des écoles les plus réputées des États-Unis, si ce n'est même du monde, qui s'appelle l'école Schaeffer, donc à New York, où il y a les plus grands musiciens qui sont réunis. Et il est en première année, et en fait il rêve d'être, on va dire, d'intégrer, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle différentes bandes a priori, pour on va dire les comment dire, comme des cours en fait. Donc il y a des bandes, et donc il y a en fait un band qui est très réputé, c'est celui qui est mené par J.K. Simmons, donc le professeur, je sais pas s'il y a le nom qui est sur l'écran. Alors c'est le professeur Terence Fletcher. Ouais, alors, il aspire à devenir batteur de jazz, parce que il y a quelque chose qui m'a fait sourire, parce que sinon si tu réussis pas, si t'es mauvais, tu finis batteur dans le rock. Ah oui, j'ai oublié ça. Et du coup, en fait, il est en première année. C'est vrai qu'il aspire à ça, mais bon, comme il se dit, c'est extrêmement rare, ou du moins il le pense, que les premières années soient, on va dire, sollicitées pour intégrer en fait, comment dire, ce band, en tout cas, sous le joug, ou du moins sous la conduite de Terence Fletcher, donc ce professeur très inspiré et très réputé. Et du coup, en fait, ce qu'il attendait, ce dont il pouvait rêver, en fait, va arriver. C'est-à-dire que Fletcher va le remarquer au cours d'une petite session, en fait, qu'il fait tout seul un soir à l'école, en fait, de musique, et va lui demander, en fait, de venir intégrer, en fait, son band. Et c'est là, on va dire que vraiment l'histoire commence. Je pense qu'on peut s'arrêter là, puisque ça va être on va dire, la relation que va nouer quelque part, pleine de souffrance et de douleur. Ouais, hein, donc voilà. Tu vas continuer, vas-y. Oui. Alors, est-ce que c'est jouissif, inoubliable, une révélation? Je sens que tu n'as pas aimé. Je suis assez. Moi, c'est quelque chose qui m'agace. Je parlais avec un ami que tu connais, qui s'appelle Alain Garenne. On était arrivé à un moment à parler. Il est amené à me dire à un moment, de toute façon, te fais pas d'illusions, le cinéma américain fut un temps, surtout dans entre les années 30 et 50, et ça peut prévaloir encore aujourd'hui. À 80%, il y a toujours un lien. Cinéma américain, c'est Hollywood et la religion. Hein. On n'est jamais très loin. La religion est jamais très loin. Et en fait, quand tu vois le film, le message, c'est en fait, tu ne peux que t'accomplir que dans la souffrance, élever, etc. Voilà. Comment ? Dans le sacrifice. Il faut que tu aies la foi, quoi. Et c'est ça. Il y a un peu de ça quand même. La foi, c'est pas la foi. Moi, je dirais qu'il faut. Oui, je vois ton côté un peu religieux. Du moins, cette notion un peu judéo-chrétienne, c'est-à-dire, si tu veux réussir, il faut que tu souffres. Oui, voilà, la souffrance, voilà, et ça passe le sacrifice de tout en fait. Tu dois tout sacrifier en fait. Voilà. Et ça passe notamment par les stigmates. Les stigmates, il les a à un moment donné du film, à force de battre, où il se met ses pansements, etc. Et il faut. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu dans le film, c'est que donc il faut savoir qu'après, lorsque il a intégré en fait le band de Fletcher, le film s'articule sur la relation qui va devenir de plus en plus conflictuelle entre le maître qui apparemment le pousse dans ses ultimes retranchements, l'humilie, etc. pour qu'il obtienne le meilleur de son élève. Voilà, c'est ça en fait. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il laisse pas de liberté au spectateur d'avoir. Je veux dire, il est dans la manière de filmer les deux personnages. On sent qu'il est quand même beaucoup plus en sympathie. Enfin, surtout du côté du prof, quoi. Comme si sa pédagogie était la meilleure. Tu vois ce que je veux dire ? Dans sa façon de filmer, par exemple. Il est question notamment de filmer la musique, le geste musical. Des fois, c'est très bien fait, notamment dans les séquences musicales. Oui. Mais par exemple, au début, lorsque il lui demande de suivre son tempo, je veux dire, au départ, le personnage, non, normalement, c'est un rapport entre le maître et l'élève. Or, la caméra focalise surtout sur le maître et notamment sur la main, tu sais, le geste qu'il donne. Et durant cette séquence qui est assez développée, elle doit durer au moins 5 minutes, hein, t'es pas sur le bon tempo, etc. La manière dont il filme le personnage, donc Andrew, il est morcelé. T'as un bout, donc il donne les informations. Donc à un moment, tu l'as jamais dans son entité globale, si tu veux. Donc quand il reçoit les informations, t'as un plan sur l'oreille, t'as un plan sur la nuque. Il est morcelé, donc il n'existe pas. Tandis que dans le contre-champ, tu as le prof. Et il y a une façon de filmer le beau geste, tu vois, du côté du prof, alors que le geste du musicien, il est relégué à
Ouais, mais à la limite, cinématographiquement, je comprends dans le sens où, de toute façon, c'est le prof qui imprime le tempo, c'est le prof qui sait, donc qui est en fait dans son intégralité, alors que l'autre est en fait dans l'apprentissage, il est dans l'erreur, donc il est morcelé, il est fractionné, il est incomplet. Donc moi, cinématographiquement, oui, mais de cette manière-là, on ose accorder du crédit à la pédagogie qu'il donne, alors qu'elle est complètement crétine, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est que l'anecdote. Ouais, mais est-ce que le réalisateur se place au niveau du bien du juste ou au niveau en fait de la perception du prof, de la perception du prof? Je trouve que dans la manière dont il filme les deux, il valorise beaucoup plus le professeur, comme si dans la mise en scène, il y avait un rapport de force qui fait que le personnage de Andrew, il est toujours écrasé, je dirais, même dans certains plans, quand tu laisses à l'image, il est en profondeur de champ, comme écrasé. Il est toujours valorisé, je trouve, dans la manière d'être filmé, le personnage du prof. Et de toute façon, il y a quelque chose qui m'échappe. J.K. Simmons a plus de charisme que l'acteur. Ah, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'agace de toute façon dans le film, c'est qu'il y a un truc qui a son importance, c'est qu'à un moment, il lui raconte, avant qu'il intègre le band, il lui raconte l'anecdote de Joe Jones qui lui lance la cymbale en pleine figure à Charlie Parker, et c'est ça qui l'a fait conduire, qui va devenir The Bird. Voilà, qui le fait persévérer parce qu'il est humilié, et que le lendemain il va jouer d'une perfection, etc. Et après, donc cette anecdote, elle prend corps parce que il lui envoie une chaise à travers la tronche. Donc je trouve que d'ailleurs c'est un peu trop souligné. Ouais, mais de toute façon même et après il en reparle quand il le revoit plus tard. Comme pour justifier son geste. Je trouve que cette scène est maladroite. Bah oui. Parce qu'elle arrive juste avant en fait la conclusion du film et. Mais cela dit, c'est quand même crétin comme pédagogie. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu reproduis le même geste par rapport à une autre personne que ça va donner forcément le même résultat. Non, moi je trouve que c'est crétin de pas de dire cette méthode. C'est le crétin en fait de le réalisateur de l'avoir montré, puis d'insister, parce qu'il raconte l'histoire une première fois. Et en plus, bon, comme tu dis, dans la séquence, il reprend entre guillemets le même geste sur, on va dire, une séquence qui a très peu de temps après. Mais il le reprend en fait une seconde fois où il va remettre de nouveau en fait sa méthode d'application. Et là, je trouve que la seconde fois est totalement de trop parce que justement le spectateur, je pense, moi en tant que spectateur, je me suis dit à ce moment-là, surtout en voyant la séquence de fin, mais pourquoi il a eu besoin de le rappeler? En tant que spectateur, j'aurais eu beaucoup plus de satisfaction en me remémorant en fait ces propos et ces dires de début du film plutôt qu'un petit rappel, un petit peu. On est un peu justement dans la façon de caresser un peu le spectateur américain qui est parti chercher du popcorn ou parti aux toilettes entre temps. Je suis méchant parce que c'est quand même un film indépendant, donc ça s'adresse à un spectateur, des spectateurs un peu plus pointus aux États-Unis. Mais il y a ce côté un petit peu rappel, c'est au cas où vous auriez oublié, je vous rappelle le truc. Donc je trouve ça un petit peu. Non, moi je trouve il y a aucune, on va dire, il y a à la fois aucune nuance, aucune sur le professeur. On sait très bien qu'en gros, même si à la fin quelque part. Il essaye de le montrer comme un personnage inhumain, mais très rapidement on voit qu'il est humain par rapport au coup de fil qu'il a pu recevoir et la nouvelle qu'il a pu avoir. On le voit réagir, donc il est humain en fait. Après, à quel moment ? Alors, à un certain moment, sans devoir dévoiler à l'antenne. Oui, il faut pas trop dévoiler. Il y a en fait un coup de fil par rapport en fait à un de ses anciens élèves et en fait il est tout émotionné par rapport à ce qu'il a entendu et donc on le voit en fait réagir de manière humaine alors justement qu'il est censé auprès de ses étudiants être une sorte de monstre. Donc encore une fois, à quelques moments en fait on montre en fait on va dire un arrière-côté en fait un peu voilà. J'ai un peu aussi je vais être méchant parce que du coup je vais faire cette mauvaise analogie mais j'en ai beaucoup parlé à la radio il y a quelques semaines quand j'ai parlé de ce film Fury que je trouvais comme je disais avec le personnage voilà c'est pour très mauvaise analogie mais bref voilà avec le personnage de comment on s'appelle je vais dire Tom Cruise mais c'est pas Tom Cruise aidez-moi les garçons dans Fury mais c'est Brad Pitt merci qui en fait est un personnage qu'il interprète et qui est intéressant la première moitié parce que voilà jusqu'au moment en fait où on montre qu'il est humain et que quelque part voilà et finalement il en devient en fait dans la deuxième partie du film en fait un héros sans entre guillemets sans ambiguïté. Là dans ce film il en devient pas, le personnage du prof n'en devient pas un héros dans la deuxième partie du film, mais je trouve qu'il aurait dû aller
plus, il aurait pas dû en fait essayer d'humaniser en fait son personnage, parce qu'il a fait un parti pris. En gros, voilà, t'en parlais tout à l'heure. Il considère que pour faire naître en fait les talents de demain, il faut être en fait un tortionnaire. Il faut quitte à avoir en fait entre guillemets, faut aller jusqu'au bout de soi-même, et c'est une erreur. Quitte à avoir de la perte entre guillemets avec des étudiants, des gens qui se découragent, mais faut aller jusqu'à fond, parce que si il y a même un seul qui est capable de résister, c'est que ça sera la future légende de la musique de demain. Donc voilà, il a cette idéologie, et en cela, à la limite, quand il en parle dans la deuxième partie du film, qu'il explique un petit peu cette logique-là, et de se dire malgré tout ce que j'ai pu faire, j'avais ce truc-là. C'était entre guillemets suffisant pour justifier quelque part une sorte d'humanité, sans devoir montrer ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté un peu émotionné parce qu'il a reçu en fait une mauvaise nouvelle quelque temps en fait avant, et que en fait il va en parler aussi à ses élèves. Il n'y avait pas besoin de ça. Et pourquoi montrer en fait un personnage entre guillemets qui se retourne les tripes, alors que à la limite en tant que spectateur, moi j'ai plutôt envie d'avoir des indices. J'ai pas besoin qu'on me montre. Quand c'est trop démonstratif, ça m'agace, parce que j'ai l'impression qu'on appuie trop. Regardez comment il est, regardez ce qui se passe. Moi, j'ai besoin d'avoir des indices. Et à la manière de la fin, où il rappelle, l'anecdote de The Bird, et puis qu'on a vu, tout est qui est fausse d'ailleurs au demeurant. Après, si, à la limite, parce que moi je trouve ça intéressant qu'il mente même là-dessus. Oui, non, mais parce que quand il dit en fait, Joe Jones a envoyé les symboles en pleine tête il les a pas envoyés en pleine tête, il les a envoyés à ses pieds, non pas parce que il jouait mal, ou c'est pas parce que il était pas à la hauteur, ou qu'il voulait le pousser à ses ultimes retranchements, c'est parce que la vraie histoire, c'est qu'il les a envoyés pour lui dire: hey Charlie, pense à tes copains. Tu es bon, mais pense pas qu'à toi-même. Tu es dans un groupe, tu dois penser aux autres. Et je trouve c'est là où c'est l'échec du prof à la fin, parce que quand tu vois la dernière représentation, quand il joue devant les représentants de Blue Note, enfin de toute c'est les solos qu'il a fait. C'est un solo. Voilà, il brise l'unité. Et en fait, il s'élève, il s'élève pour lui-même. Mais je veux dire, l'artiste, c'est aussi jouer pour soi, mais c'est aussi jouer avec les autres. Avec les autres. Et c'est très bien exprimé. Il a réussi. Mais d'une certaine manière, ils ont réussi eux deux, parce qu'en plus, il y a ce très beau plan de chant contre chant qui termine le film d'ailleurs, qui termine le film et qui les isole du reste des spectateurs. Et pour moi, c'est une forme d'échec dans sa pédagogie, en ce sens-là. Oui, mais quelque part aussi, si tu regardes son environnement personnel, et c'est aussi peut-être aussi en cela que le film est intéressant, c'est que le film va au bout aussi de l'idée, c'est de dire, il va au bout aussi de son isolement personnel. On n'essaie pas, je craignais à un certain moment qu'on ait une sorte d'happy end. Le mec qui réussit, le mec il retrouve un petit peu les personnages qui ont disparu, ou du moins qui se sont éloignés de lui à un certain moment. Et ouais, super, happy end quoi. Et en fait non, parce que j'ai presque envie de dire, c'est fini dans le sang et dans les larmes et dans l'isolement du coup. Donc certes. Donc voilà, et finalement il se rapproche en fait de quelqu'un qui a été proche en fait de sa destruction, et qui finalement même quelque part l'envie en fait. Il y a une envie en fait chez le professeur. Il y a une sorte d'une envie qui va même jusqu'à en fait quelque part même à la limite d'être pas forcément, je trouve pas forcément heureux quelque part, s'il l'est, mais il n'est pas forcément heureux qu'il arrive en fait à s'accomplir en fait le personnage, parce qu'il est jaloux, parce qu'il arrive le personnage du jeune Edward, non pas Edward, mais comment ça s'appelle, du jeune en fait batteur, arrive là où lui il a pas. Tu penses qu'il y a une frustration? Il y a une frustration, ouais. J'ai pas ressenti comme ça, moi, mais reste que pour du jazz, il y a quand même des bonnes séquences, que se laisse écouter, que parce que bon, on va pas se mentir, voilà, c'est un film, on va dire, pas success story, mais voilà, c'est le film. Cela dit, moi, j'ai pas pris plaisir à écouter. J'étais pas dans la position du spectateur à prendre plaisir à écouter Est-ce que c'était la musique. Je pense que le dispositif du film n'est pas fait. Non, pas pour apprécier. Non, mais justement, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était épuisant. Est-ce que vous avez trouvé le film épuisant? Ah non. Mais dans le bon sens du terme, c'était pas forcément négatif. Dans le sens que ça arrête pas, et c'est pendant tout le film, voilà. Non, pas spécialement. Non, parce que musicalement, en plus, il y a des choix de morceaux qui sont plutôt. Whiplash, en plus, coup de fouet. Il y a côté un petit peu. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Oui, c'est pas innocent. Par rapport au choix du morceau et du choix du titre de film. Mais comment ça s'appelle? Non, parce que dans les morceaux de jazz, ils auraient pu choisir des choses beaucoup plus pointues et qui auraient été peut-être aussi beaucoup plus épuisant à l'oreille, surtout en plus le côté répétitif, parce que c'est vraiment c'est sans arrêt des boucles de même séquences de morceaux. Donc sur certains morceaux de jazz, ça aurait pu être beaucoup plus fatigant. Alors que là, il y a à la fois c'est un peu de jazz un peu pas pointu, hyper pointu, mais il y a Caravan. il y a Caravan, mais il y
y a des morceaux qui sont quand même plaisants à entendre, même dans le cycle en fait de la boucle. Donc on n'est pas en fait dans l'épuisement. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti comme un épuisement. J'ai plutôt apprécié entre guillemets que ce soit du jazz et plutôt apprécié en fait justement cette mise en valeur en fait de ce type de, on va dire, de ce genre musical qui est finalement pas si représenté, parce que si tu ressors en fait des morceaux, du moins le Clint Eastwood sur Bird, puis voilà, il y a très peu de choses en fait qui ont été faites autour du jazz, donc c'est plutôt. Puis bon, dans un trip, voilà, un film à côté un peu genre pas success story, mais bon, voilà, avec un personnage qui arrive à, même si on est un peu dans les clichés du genre, on n'est pas totalement à fond dans les clichés du genre, on échappe à certaines choses et comme mine de rien, finalement, c'est quand même J.K. Simmons qui a quand même pas mal de. Il porte le film, ouais, il porte le film. Parce que bon, le jeune, bon, il redore un petit peu son blason, mais il faut quand même dire que ce petit jeune-là. Divergente. On l'a quand même vu dans Divergente avant. Musicien aussi, je crois. Peut-être, oui, mais qu'on va le voir ensuite là dans les Divergente 2, dans les Fantastic Four aussi, parce que ouais. Ray Richards, Ray Richards, ouais, c'est lui qui fait Ray Richards. Voilà, donc moi de ce que j'avais pu voir de Louis, je trouvais pas bon du tout. Là, je trouve qu'il est juste, voilà, il rattrape un petit peu, mais c'est pas grand chose. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le charisme qu'a J.K. Simmons dans ce film. Ah bah de toute façon, le personnage est campé dès qu'il arrive la première fois. Ah oui. Il met son chapeau sur le porte-manteau, sa veste, t'as tout compris. Oui. Avec son t-shirt noir moulant, la Tom Cruise, là. Mais bon, taille 5 ans. Mais cela dit, je pense toujours que cette facilité à le chemin de croix, la souffrance, voilà, c'est typiquement américain. On n'en fait pas l'économie. On y insiste, on y revient 2 reprises aussi avec les stigmates dans les mains, là. Non, c'est judéo-chrétien. Tu regardes aussi, tu regardes en France, on a à peu près, même si ça n'a pas forcément été vraiment. Ouais, bon, moi, je parlerai pas de ça. Mais je pensais à d'autres analogies, mais dans le domaine sportif en France. Mais c'est un peu ça, en fait, dans le domaine sportif aussi. On pousse les gens, quitte en fait à devenir en fait un tortionnaire à un monstre. Mais voilà, et sa vision des choses est partagée par beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout et il faut être limite considéré comme. T'as des réalisateurs qui étaient comme ça. Hein. Ouais. Kubrick, c'était un monstre. Comment ça s'appelle oui, avec Shelley Duvall, effectivement, il a été très désagréable. Il a été hyper désagréable, alors qu'en il l'a traité comme de la merde, il l'a insulté pour arriver en fait à ses fins, parce que. Voilà. Mais après, il l'a fait aussi d'une autre manière avec Eyes Wide Shut, où il poussait à bout Tom Cruise, hein, dans le sens qu'il répétait les scènes, mais. Après, est-ce que c'était un tortionnaire pour autant? Je ne suis pas persuadé. Quand tu prends plus en considération en fait l'humain, la psyché humaine pour juste obtenir ce que tu veux en fait de ton personnage, et que c'est au détriment, parce que de ce qu'a raconte chez Duval, c'était quand même au détriment en fait de elle, sa psyché en fait à ce moment-là. Ah oui, non, mais c'est vrai que là-dessus il a été assez dur. Et ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais après, bon voilà, c'était sa manière de faire. Après, il y a de la légende, il y a plein de choses qui tournent autour de. Voilà, on n'est pas là pour parler. Ça peut pas être pire que Moki, hein. Oui. Alors Moki, c'est pas pareil, c'est différent. Moki gueule, mais en fait, il a beaucoup d'affection pour les gens. Mais c'est juste que voilà. L'autre, c'est quand même un peu. J'ai l'impression quand même c'est plus côté un peu pervers narcissique, un peu qui contrôle les gens. Un peu sadisme. Non, je pense pas. Sadique. Regarde ce que disait comment s'appelle. Maintenant, je vais chercher les noms sur Orange Mécanique. Voilà. La Tom McDowell. Oui, non, mais il y avait une relation très compliquée aussi avec lui entre. C'est sûr, mais bon après, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Non, mais après, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas que Kubrick. Bon, les 22h01. Je pense que Hitchcock devait pas être forcément sain dans ses rapports, notamment avec ses actrices. Oui, mais alors ça, c'est autre chose. C'est notre type de perversion, là. Mais alors, oui, voilà, puis on peut retrouver plein. On était dans le fétichisme, là? Non, on était à 22h01 et donc à donner notre. Whiplash. Ouais, oui. J'ai pris plaisir à le voir, même si. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire aussi. J'ai pris plaisir à le voir. Vous avez pris plaisir à le voir. Mais bon, jubilatoire, etc., faut arrêter. Jubilatoire, non. Non, de toute façon, mais c'est sur l'affiche. C'est sur l'affiche qui m'énerve. De toute façon, mais ça, il faut oublier. Il faudrait limite interdire tous les trucs de. Les slogans sur les affiches. Est-ce que c'est les incorruptibles? Non, là c'est américain là plutôt. Au niveau des, non, il me semble pas qu'il y ait de. C'était pas les Arocs qui avaient. Ouais, non. Ouais, les Arocs on les voit souvent, mais d'ailleurs l'affiche du prochain film qu'on parlera peut-être plutôt la semaine prochaine de Most Volunteer, malheureusement l'affiche est très belle, mais elle est gâchée par Magistral de Télérama. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, il est nominé aux Oscars, je crois. Oui, enfin, il doit y avoir un truc comme ça. Et donc en tout